En ce moment même, la Chine a enfin franchi le pas. Xi brise Poutine, le Kremlin est lâché. Pékin prend l'initiative, Moscou reste sur la touche. Une guerre silencieuse est déjà en cours. La Chine absorbe lentement l'influence russe et la Russie elle-même. Urgent! Le blocus de la Transnistrie par l'Ukraine a commencé. La Moldavie a piégé les occupants dans un piège mortel. Les forces ukrainiennes rassemblent des réserves. Le Kremlin est échec et mat. C'est arrivé. Marche sur Moscou. Le pouvoir du Kremlin est renversé. Le Caucase s'est embrasé. Cette déclaration a choqué toute la Russie. L'explosion interne est déjà lancée. Trump perd tout. Sa cote s'effondre, ses alliés fuient. Trahison en direct à l'antenne. Tucker Carlson se désolidarise de Trump. La destitution est à l'horizon. Washington est en ébullition. La plus grande peur de la chaîne Z, un nom qui empêche de dormir le Kremlin et toute la Russie. Madiar, l'architecte de la guerre des drones. D'homme d'affaires controversé à héros de l'Ukraine. L'histoire explosive du commandant le plus audacieux. Tout cela à suivre dans notre émission Point chaud. L'alliance indéfectible entre la Russie et la Chine devient un fiasco politique pour Poutine. La Chine exploite méthodiquement la Russie affaiblie, prend de l'influence régionale et s'immisce dans l'économie. La Russie passe rapidement du rôle de partenaire à celui d'outil bien pratique. La fin est proche. La Chine dévore lentement mais sûrement la Russie. Voici les détails. L'effondrement de l'empire de Poutine. Le pays tombe en ruine. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui commence à avoir peur a déjà tout perdu. Mais il est impératif de comprendre ce qui peut arriver. La Chine absorbe la Russie. La Russie devient un partenaire mineur dont l'économie dépend des technologies et livraisons chinoises. La Chine achète actuellement les ressources russes à des prix très cassés, mais elle respecte tout de même les sanctions bancaires occidentales et limite soigneusement l'accès aux technologies critiques afin de protéger sa propre économie. Tout cela est le résultat du travail. La mission de Lavrov à Pékin devait préparer la future visite de Poutine et accorder les positions du Kremlin. Mais l'absence de date officiellement confirmée pour le voyage du dictateur russe suggère en effet que les négociations sont actuellement dans l'impasse. Je ne pense pas pouvoir ajouter quoi que ce soit ici. Depuis le lancement de l'initiative Une ceinture, une route, la Chine étend pas à pas son influence en Asie centrale. Elle finance infrastructures et pipelines, créant un pont entre l'Asie et l'Europe qui contourne la Russie. La Chine met en œuvre le soft power envers la Russie, notamment en absorbant les régions russes frontalières de la République populaire de Chine. De plus, la Chine considère la Russie comme un fournisseur important de ressources naturelles, en particulier de pétrole et de gaz, qu'elle obtient avec des rabais allant de 30 à 40%, ce qui lui permet de renforcer sa sécurité énergétique. La Chine continue également d'accroître sa présence économique dans l'extrême-orient russe, restant un investisseur clé dans la région. Depuis le 15 septembre 2025, les Russes bénéficient d'une exemption de visa pour la Chine. Et en Sibérie comme en Extrême-Orient, des enclaves chinoises se forment déjà avec leurs propres écoles, commerce et culture. Le Kremlin ne développe pas la région, mais la livre à l'installation d'étrangers. Tout cela réduit la souveraineté de la partie russe, qui prétend pourtant à un rôle géopolitique exclusif dans l'espace post-soviétique. Par conséquent, comme on le voit, la République populaire de Chine n'a aucun intérêt à ce que la Fédération de Russie soit un État souverain fort. De plus, depuis juillet dernier, la République populaire de Chine a instauré d'importants droits de douane sur les biens à double usage que le complexe militaro-industriel russe utilisait pour produire divers types d'armements. Le changement d'orientation de la politique étrangère de la Chine devient évident. Les efforts de la diplomatie chinoise se concentrent sur la préparation de la visite de Donald Trump. Pékin cherche à jeter les bases d'une nouvelle architecture de relations avec Washington, tandis que les intérêts de Moscou sont relégués au second plan en raison des défis politiques internes auxquels Xi fait face. À l'heure actuelle, on envisage un monde bipolaire, c'est-à-dire les États-Unis et Pékin. La place de la Fédération de Russie sur la scène mondiale, n'existe pratiquement plus. C'est ce que reconnaissent les États-Unis eux-mêmes et par conséquent la République populaire de Chine. En d'autres termes, la Chine souhaite partager directement les zones d'influence géopolitique avec les États-Unis, tandis que le rôle de la Fédération de Russie est réduit à celui de simple figurant. La Russie cesse d'être un pôle de puissance, devenant une zone grise que tout le monde évite. Urgent. La Transnistrie est dans un cercle mortel. Le blocus de l'enclave a commencé. Déclaration d'urgence de Choïgu. Pourquoi le Kremlin crie-t-il au blocus avec effroi? Et quel est ce rapport avec le scénario du Donbass?
Kyiv et Chisinau sont passés à l'action décisive. La Moldavie renforce sa position sur la Transnistrie. Une déoccupation massive serait-elle déjà proche? Au Kremlin, la tension politique monte et on cherche de nouveaux scénarios d'action. Nous protégerons par tous les moyens possibles et impossibles. Le Kremlin menace à nouveau la Moldavie pour une prétendue violation des droits des habitants de la Transnistrie non reconnus. Il ne faut pas oublier que plus de 220 000 citoyens russes vivent en Transnistrie. Leurs intérêts et leur sécurité sont menacés par les actions irréfléchies et irresponsables de Kyiv et Chisinau. Si nécessaire, la Russie prendra toutes les mesures requises et utilisera toutes les méthodes disponibles pour les protéger, conformément à la Constitution. L'éleveur de rennes du Kremlin, Sergueï Shoïgu, lance des menaces alors que les négociations entre Chisinau et Tiraspol reprennent. Aucun progrès n'a été réalisé entre la Moldavie et la Transnistrie non reconnue lors de la réunion du 16 avril, mais ces pourparlers témoignent d'une volonté de s'entendre, et surtout sans la Russie. La rencontre s'est déroulée au format 1+1, et ce sont déjà les deuxièmes négociations de ce type en 2026. Ils ont maintenant sans doute la meilleure opportunité depuis longtemps, sinon pour résoudre définitivement la question de l'enclave russe de Transnistrie, du moins pour commencer à la réintégrer doucement à la Moldavie, tout en réduisant l'influence russe. Le même jour, la Moldavie prend une décision importante. Chisinau déclare persona non grata le commandement des troupes russes en Transnistrie. S'ils tentent de pénétrer sur le territoire contrôlé par la Moldavie, ils seront expulsés vers leur pays d'origine, la Russie, avec une interdiction de retour permanente. Ces personnes sont déclarées indésirables sur le territoire de la République de Moldavie. Et la raison est très simple et concrète. L'armée russe se trouve illégalement sur le territoire de la République de Moldavie. C'est précisément ce que nous avons dit. Nous avons franchi le pas et pris cette décision de les déclarer indésirables. Et voilà qu'après cela, une hystérie a éclaté au Kremlin. Shoïgu lui-même s'écrie que la Moldavie, avec le soutien de l'Union européenne, tente d'expulser le groupe opérationnel des troupes russes de Transnistrie. En effet, on ne voit pas pourquoi la Moldavie voudrait expulser les occupants russes de son propre pays. Et cette hystérie russe sur la Transnistrie est aggravée par l'échec de la Fédération de Russie sur d'autres fronts. Le régime autoritaire d'Orban en Hongrie est tombé, lui qui était très activement soutenu par les Russes et même plus encadré par les services secrets russes. En Ukraine, l'armée russe s'est enlisée et ne parvient pas à atteindre ses objectifs. De plus, ils ont montré leur faiblesse au monde entier, perdant leur zone d'influence géopolitique, de fait au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique. Et de cette impuissance naît l'agonie. Et ils essaient de commenter au moins quelque chose en simulant, disons, une sorte de position de force comme autrefois. Les cris du Kremlin sont compréhensibles. La Russie, selon le chef du bureau du président ukrainien Kirilo Boudanov, craint pour ses soldats en Transnistrie. Les Russes ont peur pour leur contingent et veulent prendre au moins quelques mesures pour enfin le renforcer d'une manière ou d'une autre. Mais les possibilités de renforcement sont quasi inexistantes. Les interdictions et restrictions de Chisinau ne font pas que compliquer, elles bloquent la rotation des troupes russes. Par ses petits pas, mais assurés, la Moldavie semble suivre l'un des points clés du plan de réintégration de la Transnistrie, la démilitarisation de la région. La Russie peut intimider, la Russie peut faire monter les enchères, la Russie peut crier fort dans le cadre de ce processus de négociation au sein même de la Moldavie. La Russie peut essayer de défendre par la force, disons, ses intérêts en Transnistrie, mais aucun outil de soutien militaire physique réel, même pour son propre contingent ou sa base militaire qui s'y trouve, n'est visible en ce moment même. Mais ce n'est pas le seul problème du Kremlin en Transnistrie. Le soutien de cette petite partie d'habitants loyaux glisse aussi entre les doigts de la Fédération de Russie. Car le Kremlin a laissé tomber les gens qu'il menaçait de protéger. À cause du manque de ressources, des sanctions et de l'absence de frontières communes, le Kremlin a réduit son soutien à la région, même énergétique. Pourtant, il y a eu tellement de discussions. Aujourd'hui, nous sommes avant tout
Préoccupé par l'approvisionnement de la Transnistrie en électricité, La Moldavie comprend bien la sensibilité de la question et, avec l'Union européenne, a déjà commencé à jouer les sauveurs en allouant des dizaines de millions d'euros pour maintenir l'approvisionnement en gaz de la région. La seule chose sur laquelle ils peuvent compter, eh bien, c'est uniquement sur l'activation de leurs propres réserves internes, et elles ne peuvent être activées que par un rachat total, c'est-à-dire qu'il faut dépenser énormément d'argent pour cela. Il n'y a plus aucun fondement idéologique là-bas depuis longtemps, bien sûr. Mais d'argent, comme disent les classiques russes, il n'y en a pas. Dans les conditions de cette tempête parfaite, le territoire coupé par la Russie se rapproche de la Moldavie. Bien qu'il y a encore 2 ans, le Kremlin considérait cela comme impossible. on raconte, vous en entendez sûrement parler, qu'il faut simplement réprimer par la force militaire cette entité et que la Russie subisse ainsi une nouvelle défaite stratégique. Mais en réalité, ils n'ont de toute façon absolument aucune perspective d'avenir, quoi qu'il arrive. Mais plus les menaces sont fortes, plus il est évident que le Kremlin perd ce qu'il a tenté de conserver pendant des années. La Russie est déchirée de l'intérieur, les régions s'opposent à Moscou. Le système de Poutine est sur le point d'être démantelé. C'est la pagaille au Caucase. Les Tchétchènes y se préparent à un coup d'État. De plus, des conflits permanents éclatent entre les représentants des petites nations et les Russes traditionalistes. Les élites paniquent, on parle d'effondrement au sommet. Des scénarios radicaux sont déjà écrits. Les gens sont prêts à se soulever contre l'homme du bunker. Leur hache approche. Voici les détails. L'effondrement de la Russie est-il proche ? Pour répondre aux défis de notre temps, la Russie doit être quoi ? Forte. Nous en parlons constamment, vous et moi, en tête à tête. Mais ces discussions ne mèneront plus à rien désormais. Poutine perd le pouvoir et la confiance. Un coup d'État à Moscou est inévitable. Ces 2 dernières années, la Russie a connu une hausse significative des tensions entre la population locale et les migrants. Sur les réseaux sociaux, les informations sur des conflits, surtout avec des Tchétchènes, sont de plus en plus fréquentes. Les Russes montrent de tout leur être que ces gens ne sont pas les bienvenus dans le pays de Poutine. Je n'accepte que les médecins russes. Je suis le médecin de secteur, si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez changer, trouver un médecin de secteur russe comme vous voulez, bien entendu. Qui est-ce le médecin de secteur ? Je suis tchétchène. Tchétchène. Je comprends tout à fait. Vous allez nous éduquer comme dans une usine d'armement ou quoi ? Et comment considérez-vous les Russes ? Comment je considère les Russes ? Eh bien voilà. Alors, je soigne les Russes. Je veux que des Russes travaillent ici. Soignez les Russes. Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez poser la question. Pourquoi ne pas travailler où je veux ? Et pourquoi ne pas vivre en Tchétchénie ? Mais qui restera vivre et où ? La question reste ouverte. Les Tchétchènes préparent un coup d'État. À Moscou, nous installerons le pouvoir qui nous convient. Voici Ruslan Koutaev, militant tchétchène et président de l'Assemblée des peuples du Caucase. Il prône la création d'un État uni du Caucase du Nord et prédit souvent l'effondrement inévitable de la Fédération de Russie. Nous serons la force principale qui déterminera le cours des événements à Moscou. Nous attendons l'événement majeur, le moment où le chaos éclatera et où commencera le partage du pouvoir. Selon Koutaev, pour instaurer un pouvoir islamiste à Moscou, il suffit d'attendre que la situation politico-économique en Russie se dégrade davantage. Et à leur âge, quand il faudra agir en Russie, nous agirons. Et c'est seulement avec notre accord que s'installera le pouvoir qui dirigera la Russie. Seulement avec nous, car la Russie a ses traditions. Celui qui prend la capitale prend le pays. Et personne ne dirigera la capitale ni n'accédera au pouvoir sans s'être concerté avec nous. Et nous pouvons le dire hardiment, car nous avons des raisons de le faire. Bien que l'espace médiatique regorge de rumeurs sur un changement de pouvoir imminent, les signes réels d'un coup d'État immédiat en Russie manquent encore. Cependant, il ne faut pas ignorer la masse critique de facteurs négatifs. Erreurs militaires prolongées, corruption systémique et chute de l'économie. Ce sont précisément ces facteurs, conjugués à une scission cachée au sein des élites, qui jettent les bases d'une déstabilisation politique imminente. Il est extrêmement difficile de dire quand cela se produira. Je lirais tout de même cette escalade interne de ces processus à la mort de Poutine ou à des opérations
visant, disons, son renversement, des coups d'État de palais ou à ses successeurs. Plus tout cela s'accentuera, plus, il faut le dire, les peuples du Sud, pour ainsi dire, relèveront la tête, avec une nouvelle énergie. Ce n'est un secret pour personne que l'économie russe touche le fond depuis longtemps. Dès cet automne, la situation de 1917 pourrait se répéter dans le pays, prévient le leader communiste Guennadi Zyuganov. Les économistes notent que la Russie est confrontée à une crise de guerre typique. Hausse des dépenses militaires, déficit budgétaire, augmentation du prix du carburant et des denrées alimentaires. Poutine lui-même a récemment admis, en répondant à des questions, que l'économie russe est dans un état très précaire, ce qui a probablement encouragé, enfin en principe, les Tchétchènes et les peuples du Caucase à relever la tête face à l'oppression exercée par Moscou, du moins sur leurs territoires historiques. La crise en Russie peut éclater à tout moment, et la question de savoir si Poutine pourra alors conserver le pouvoir reste ouverte. La tempête politique autour de Donald Trump s'intensifie. Sa cote de popularité s'effondre et son camp se fissure de partout. Ce qui semblait hier être un soutien indéfectible se mue aujourd'hui en déception massive et en retrait nerveux de ses alliés. Le coup le plus dur vient de l'ex-fervent trumpiste Tucker Carlson. Alors, y aura-t-il une destitution ? Découvrez tous les détails brûlants dans notre reportage. Donald Trump a reçu un coup de massue. Le milliardaire américain, si désireux d'entrer dans l'histoire comme le plus grand président de tous les temps, restera dans les mémoires comme l'un des pires. Merci beaucoup. Les sondages de Trump sont en chute libre. Il n'est plus question d'un troisième mandat ni d'une suite de carrières politiques réussies. De nombreux analystes affirment que Donald ne restera pas président jusqu'à la fin de son mandat officiel. Ici, vous voyez que sa cote est tombée à 37% dans ce sondage, soit 2 points de moins que lors de notre dernier relevé. Quelle est la différence entre cette époque et aujourd'hui ? C'est bien sûr le début de la guerre en Iran qui se poursuit encore. Il semble que cela nuise à Trump sur le plan politique. Nuire est encore un terme bien trop faible. Une immense majorité de gens disent que, selon eux, le pays va dans la mauvaise direction. Beaucoup pointent l'économie, affirmant qu'ils connaissent bien le prix de l'essence et des produits alimentaires. Et ce sont des gens dont beaucoup travaillent, des Américains ordinaires. Plus de la moitié des Américains rejettent catégoriquement la guerre de Trump contre l'Iran et la politique actuelle de la Maison-Blanche. C'est précisément le conflit entre Washington et Téhéran qui a été la goutte d'eau pour les électeurs. Ils mènent une guerre qui est extrêmement impopulaire. Les 2/3 du pays désapprouvent, soit totalement, soit en partie, ce qu'ils tentent de faire. Ce ne sont pas des conditions où un président américain peut diriger une guerre avec succès. À ce jour, même les plus fervents Trumpistes ne sont pas d'accord avec la politique du président actuel. Face aux agissements de Donald Trump, même Tucker Carlson a fini par ouvrir les yeux hier. Moi et tous les autres qui l'avons soutenu, vous avez écrit ces discours. J'ai fait campagne pour lui. Nous sommes clairement impliqués là-dedans. Il ne suffit pas de dire « Eh bien, j'ai changé d'avis » ou « Oh, c'est mal, je m'en vais ». En réalité, moi et des millions de gens comme moi sommes la raison pour laquelle cela arrive en ce moment. Imaginez la déception de ce pur propagandiste américain. Il a même osé demander pardon publiquement pour avoir soutenu Trump autrefois. Je tiens à dire que je m'excuse d'avoir induit les gens en erreur et c'était involontaire. Depuis peu, même son propre parti se retourne contre Trump. Les républicains et leurs électeurs en ont assez des frasques du milliardaire américain. Près d'un quart des républicains déclarés affirment qu'ils désapprouvent, dans une certaine mesure, la manière dont le président actuel gère le dossier iranien. Voici le bilan de son second mandat, l'inflation et la hausse du coût de la vie. Dans ce contexte, les rumeurs d'une possible destitution se font de plus en plus pressantes. Les manifestations et les critiques sur l'économie et la diplomatie accentuent la pression sur la Maison-Blanche. Ainsi, les démocrates, qui n'ont jamais aimé Trump, pourraient profiter de sa chute de popularité pour lancer une procédure d'impeachment. Et selon les experts, ils ont de bonnes chances, car de plus en plus de républicains rejoignent les opposants au président actuel.
Robert Magyar-Brody n'est plus seulement un nom, c'est le symbole d'une nouvelle révolution des drones. Son approche brise les codes militaires habituels et impose un tout autre rythme à la guerre. Plus qu'un commandant, c'est l'architecte de la révolution des drones en Ukraine. Découvrez dans ce reportage comment cet homme change le cours du conflit. La traque ne s'arrête jamais. Les forces ukrainiennes ne laissent aucun répit aux soldats de Poutine. Les forces de systèmes sans pilote et la défense ont profondément transformé ces dernières années l'usage des drones en une véritable chaîne industrielle de destruction. Les forces de systèmes sans pilote sont en quelque sorte une unité révolutionnaire, une branche d'armée inédite qui n'existe quasiment nulle part ailleurs, sauf peut-être en Russie ou à l'état embryonnaire en Chine. C'est une branche unique qui lance des tendances. Je pense que les plus grandes armées mondiales, comme celles des États-Unis, de l'OTAN et d'autres, s'en inspireront à l'avenir. Rien que durant les 20 premiers jours d'avril, les unités ont neutralisé 18 sites de défense antiaérienne ennemis en zone occupée. Les dernières cibles étaient des radars du système S-350 Vityaz et un complexe de missiles Tor M2KM. La destruction systématique de la défense anti-aérienne ouvre la voie aux drones ukrainiens vers des cibles stratégiques au cœur de la Russie. Par exemple, suite aux frappes sur ses infrastructures pétrolières, la Russie perd environ 100 millions de dollars de revenus par jour. C'est ce qu'a déclaré Robert Brody, alias Magyar, le commandant des forces de systèmes sans pilote de l'armée ukrainienne. En fait, 1 million de dollars, 10 millions de dollars, des centaines de millions de dollars, toutes ces pertes sont importantes. Elles n'alimentent pas le budget russe, elles ne servent pas à l'achat de nouvelles armes, de nouveaux équipements. Elles n'entrent tout simplement pas dans le budget pour qu'il soit renfloué afin de soutenir la guerre contre l'Ukraine. C'est-à-dire que les capacités de la Russie à accroître ses achats et son soutien financier à la guerre sont limitées. Brody est devenu l'un des symboles de la transformation technologique des forces armées ukrainiennes. Sous sa direction, un concept a été mis en œuvre où aucun équipement ennemi ne peut approcher les positions ukrainiennes sans être détecté. L'alliance de la reconnaissance aérienne visuelle et de la frappe immédiate par drone FPV a radicalement changé la tactique de défense. Les forces de systèmes sans pilote et les unités directement impliquées dans ce domaine assurent la destruction de l'ennemi, son endiguement, les opérations offensives et de reconnaissance, et sont aujourd'hui les plus performantes selon toute une série d'indicateurs. L'adversaire n'a pas le temps de s'adapter à temps à l'évolution de notre tactique. Brody a commencé son service comme volontaire, a créé une unité de reconnaissance aérienne qui, d'un peloton, est devenue une structure puissante. Depuis 2025, il est nommé commandant des forces de systèmes sans pilote, devenu l'intelligence numérique de l'armée ukrainienne. Grâce à leur développement, l'Ukraine mène la course mondiale aux technologies de défense, transformant le champ de bataille en un espace de systèmes robotisés. Selon les estimations du président ukrainien, la ligne de front se trouve actuellement pratiquement au même niveau qu'il y a un an. Et c'est très révélateur si l'on considère les graves problèmes de sous-effectifs des forces de défense ukrainiennes. C'est-à-dire que ce sont précisément les systèmes sans pilote sur la ligne de front qui ont permis aux forces de défense ukrainiennes de mener une défense active efficace. De plus, ce sont précisément les systèmes sans pilote qui ont créé les conditions préalables aux contre-offensives ukrainiennes réussies. Les forces de systèmes sans pilote ont fait ce qui semblait auparavant impossible. Elles ont totalement éliminé la notion d'arrière-pays sûr pour les occupants. Aujourd'hui, les forces de systèmes sans pilote assurent le contrôle non seulement le long de la ligne de contact dans le ciel proche, mais aussi sur des lieux spécifiques, des secteurs du front où se déroulent les opérations offensives de l'ennemi. Mais nous passons à un contrôle plus profond que la zone arrière immédiate. Contrôle de la logistique ennemie, destruction de la logistique ennemie, nous franchissons 50 à 60 km. Nous ne restons pas sur place, seulement eux, le long de la ligne de contact elle-même, sans sortir de la zone de destruction, mais nous avançons bien plus en profondeur. Même les porte-paroles du Kremlin ne peuvent ne plus passer la réalité sous silence. Les propagandistes russes reconnaissent de plus en plus souvent l'impuissance de leur armée face à la percée technologique ukrainienne et à la nouvelle tactique des FAU.
Un effet domino retentissant, Vladimir Poutine a lui-même ouvert la boîte de Pandore. Les conséquences sont désormais irréversibles. Ce qui devait être une démonstration de force s'est mué en boom technologique et en une révolution des drones où l'Ukraine dicte les règles. La guerre n'a pas brisé l'Ukraine, elle en a fait l'un des leaders mondiaux de la production de drones. Tous les détails à suivre. C'est ça la guerre, il nous dépasse, tout simplement. On avance comme des tortues, mais on se fait doubler par un guépard. L'Ukraine a intensifié ses frappes sur les arrières de l'ennemi. Oh là là! Le rythme de l'offensive a changé. L'Ukraine accroît ses capacités de manière effrénée. Leur concept de mur de drone et d'offensive robotisée a fonctionné. La fin de 2025 et surtout le début de 2026 ont été fructueux. Ces dernières semaines, nos défenseurs ont détruit des BM-30 Smerch à l'arrière des lignes russes. À Mariupol occupé, des drones ukrainiens ont frappé un système Pantsir S-1 russe. Vers Zaporizhia, des drones ukrainiens ont détruit un système Solntsepiok sans équivalent. C'est un lance-roquettes multiple rare utilisant des munitions thermobariques. Son coût est estimé à 15 millions de dollars. Un nouveau record pour l'Ukraine. Pour la première fois, un Shahed a été abattu par un drone intercepteur lancé depuis une plateforme navale. L'intelligence artificielle est déjà activement utilisée sur le champ de bataille. Les drones parviennent à esquiver habilement les tirs ennemis. Les opérateurs frappent désormais en Russie jusqu'à 500 km grâce à un nouveau guidage par Internet permettant de piloter les drones loin du front. On peut décoller et atterrir sur n'importe quel terrain non préparé. Ça peut être en zone urbaine ou en plein champ. Bref, tout endroit qui n'est pas prévu pour lancer des appareils. Cela offre un avantage tactique et assure la sécurité de l'équipage. Parallèlement, l'Ukraine s'efforce de produire ces systèmes à grande échelle. L'Ukraine compense le manque de missiles coûteux et d'avions par des solutions de drones moins chères et évolutives. On peut les produire en masse, pas besoin de grandes usines, une production artisanale suffit. Pour le prix de 100 chars modernes, on obtient une technologie digne de Terminator 2. Et ce n'est plus de la science-fiction. Le commandant en chef Syrski déclare que l'Ukraine a vraiment de quoi être fière. Drones de reconnaissance et d'attaque de type avion ou multirotor, drones FPV, drones radiocommandés ou à fibre optique, drones intercepteurs, systèmes robotisés terrestres. Dans tous ces domaines, nous avons de quoi être fiers. Mais en même temps, il reste du travail à accomplir pour résoudre les problèmes actuels. La première tranche de l'aide militaire à l'Ukraine, dans le cadre du prêt de l'Union européenne de 90 milliards d'euros, servira à l'achat de drones de fabrication ukrainienne. Pour l'année 2026, l'Ukraine a sollicité une aide à la défense d'un montant total de 28 milliards d'euros. Le premier plan de livraison de produits se concentre sur les drones issus de l'industrie de défense de pointe de l'Ukraine. Le complexe militaro-industriel ukrainien est devenu un sujet phare dans les médias mondiaux. La guerre avec l'Iran a démontré tout le danger des Shahed et l'importance de s'en protéger. L'Ukraine a déjà reçu des demandes de 11 pays pour la fourniture de drones de fabrication nationale. Il s'agit avant tout des États du Moyen-Orient et du Golfe Persique, ainsi que de la perspective d'accéder au marché du Caucase. Dans cet accord sur les drones, il y aura au moins 10 contrats différents concernant l'exportation d'armes ukrainiennes. La coproduction prévue consiste à construire nos lignes de production en Ukraine et dans d'autres pays. De nouvelles technologies que nous développons conjointement avec tel ou tel État et dans lesquels ils investissent. Et il existe un accord sur le financement annuel d'un volume correspondant pour un nombre d'années déterminé. Par ailleurs, Zelensky a annoncé le début d'une coopération active avec les pays européens. Le travail a déjà commencé avec l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas. Bien entendu, nous entretenons de bonnes relations avec la Grande-Bretagne et la France. Je suis convaincu que tout cela s'y produira également.
Pendant ce temps, sur le champ de bataille, une compétition oppose les drones ukrainiens aux drones russes, qu'ils assemblent à partir de pièces chinoises. Que nous assemblons entièrement nous-mêmes, mais à partir de matières premières étrangères, pour ainsi dire. Et en Russie, il n'est tout simplement pas possible de s'en procurer. C'est bien là le problème, c'est pratiquement impossible à faire, même pour des fils de cuivre qui, comme chacun sait, et mes collègues ne me contrediront pas, sont fabriqués exclusivement en Chine. Donc, si l'on prend simplement l'électronique, 90% proviennent toujours de matières premières étrangères. On n'en produit tout simplement pas en Russie. C'est du plastique chinois, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de plastique russe. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il n'y a pas de plastique russe. Dimitri, allez, arrêtez ça. Les unités spécialisées des forces de défense ukrainiennes sont en compétition avec les occupants russes. Ces derniers, à l'instar des Ukrainiens, ont également commencé à développer des unités de drones. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à accroître la puissance et l'efficacité de nos systèmes de drones pour l'emporter dans cet affrontement. Jour après jour, grâce à nos défenseurs, le monde entier a découvert les développements uniques de l'Ukraine. Et en Russie, la zone de risque s'est étendue bien au-delà du front, provoquant peur et perplexité chez les porte-paroles du Kremlin. Pourquoi tout ça? Tout devrait être direct, tout simplement. S'il le faut, apprendre de l'ennemi. Regardez le système de contrôle américain, ce que les Ukrainiens mettent en œuvre. Ne pas hésiter à prendre ce qu'il y a de mieux. Pendant que le Kremlin est en proie à l'hystérie, nos guerriers font tout leur possible pour perturber la logistique, les infrastructures pétrolières et les centres militaires ennemis afin de gagner cette guerre. C'est tout. Retrouvez d'autres nouvelles brûlantes dans notre prochain numéro.